Bonjour messieurs, écoutez, je suis très content de vous recevoir dans cette rubrique du Data Sommelier. On va parler de FinOps avec Mathieu et Ismaël de la société Modeo. Alors, on s'était rencontrés à la Nuit de la Data, c'était le premier millésime de la Nuit de la Data, c'était donc en 2023, et vous aviez gagné un prix dans la catégorie des solutions innovantes. Et vous étiez déjà sur ce sujet de FinOps. Donc aujourd'hui, on va parler de FinOps, évidemment. Le sujet est extrêmement large, puisque le FinOps, c'est le software, c'est le hardware, c'est les réseaux, ça peut être les chips mémoire, c'est extrêmement vaste. Mais on va faire quand même un zoom sur la data. Donc aujourd'hui, c'est FinOps orienté data. Écoutez, Mathieu, Ismaël, je vous laisse vous présenter. Yes. Écoute, hello Stéphane, on est super content d'être là, merci beaucoup. Donc effectivement, on s'est rencontrés en 2023 quand on a remporté le premier prix de la Nuit de la Data, justement sur ces solutions, du coup FinOps et GreenOps, parce que ça se recoupe un peu, on va voir ça par la suite. Et donc pour me présenter un petit peu, moi je suis Mathieu Rousseau, j'ai cofondé Modeo il y a un peu plus de 4 ans avec Ismaël, société spécialisée sur tout ce qui est data platform et plus récemment IA et data apps. Alors moi c'est Ismaël Goulani, donc je suis cofondateur aussi avec Mathieu et CTO de Modeo. Voilà, et donc je m'occupe un peu de tout ce qui est tech, archi, recrutement au sein de Modeo. En tout cas, super, merci messieurs, bienvenue. Alors, la FinOps, on va voir les définitions au fur et à mesure, mais c'est, selon moi, ça peut avoir une définition très simple, hein, c'est halte au gaspillage. On va traquer toutes les ressources et les optimiser au mieux. Le software, la database, tout ce qui tourne autour de la data en général, on va scruter ces éléments-là et les optimiser, hein. Donc, c'est bien de ça dont on va parler. Donc, je vous laisse initialiser le sujet, messieurs. Ouais, super. Effectivement, la FinOps, c'est super important parce que déjà, ça intervient sur toute la chaîne de la création de valeur grâce à la data. Et puis, en fait, on se rend compte que ce soit sur un projet qui part de zéro ou un projet déjà bien en place, mais il y a des décisions et des solutions à éviter ou à choisir qui font que derrière, l'addition va être plus ou moins salée. Donc, c'est ce qu'on va te présenter aujourd'hui. Et puis, pour revenir un petit peu sur la théorie, donc la FinOps, je pense que le sujet est assez connu. Sinon, si on parle de FinOps Data, c'est tout ce qui concerne les actions et méthodologies qui vont nous permettre de comprendre les coûts d'une data platform. Et c'est d'autant plus pertinent quand on parle de Modern Data Stack, où on a plein de briques, plein de solutions qui fonctionnent entre elles et qui forcément rendent la compréhension des coûts un peu plus complexe, un peu plus opaque. Et puis on a deux petits chiffres comme ça pour introduire le sujet qui nous ont paru pertinents. C'est les coûts cloud de Netflix et Airbnb sur l'ensemble de leur data platform mensuels. Donc pour se donner un ordre d'idée, on est aux alentours de 28 millions de dollars par mois et 26 pour Airbnb, ce qui est juste gigantesque. Ouais, énorme, effectivement. Et le petit fun fact, c'est que la FinOps, c'est aussi la GreenOps, parce que forcément, quand on réduit ses coûts, réduire ses coûts, ça veut dire supprimer, arrêter de gaspiller, ne pas traiter de la donnée pour rien, utiliser des serveurs qui sont proprement dimensionnés. Et derrière, on va également réduire son empreinte carbone, et c'est un sujet qui est de plus en plus important et qui a énormément de sens pour nous. Donc voilà, on va parler FinOps, mais tous ces concepts s'appliquent également à GreenOps. Oui, je suppose qu'avec l'arrivée de l'IA et des masses de données gigantesques que l'on traite au travers des modèles, le GreenOps a encore plus d'importance, en fait. Donc, C'est clair. un sujet qu'on pourra essayer de traiter ultérieurement. Avec grand plaisir, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'IA, on n'est pas rendu. Ça va consommer encore plus, donc ça ne nous arrange pas. Donc pour parler rapidement du programme, comment est-ce qu'on va on va présenter tout ça. La première étape, c'est de bien comprendre comment fonctionne une data platform. Donc ce que je disais précédemment, c'est un ensemble de briques, et chaque brique coûte plus ou moins cher. Donc on va regarder en détail quelles sont les briques qui coûtent cher ou pas, et en fonction de quoi. Dans un second temps, on va voir les bonnes pratiques dès la conception d'une data platform. Il y a deux cas de figure. Quand on travaille sur une data platform en partant de zéro,
Et quand on intervient sur une data platform, c'est déjà bien en place. Et donc ensuite, on va regarder le deuxième cas de figure, c'est l'analyse et l'optimisation des coûts d'une data platform qui est déjà bien en place. Ensuite, sujet également important, c'est comment créer une culture FinOps Data, comment je vais sensibiliser mes utilisateurs à faire des bons choix d'architecture, de solutions, de manière à éviter des coûts qui soient trop importants. Et puis, forcément, on va parler un peu d'IA aussi, avec 2 parties sur l'IA FinOps, d'où viennent les coûts, et comment optimiser mes coûts d'un modèle d'IA donc un peu classique, et puis avec un petit focus LLM aussi, comme c'est un sujet d'actualité. Et enfin, 10 astuces pour réduire vos coûts, et on a une petite ressource supplémentaire pour terminer tout ça. Ah, super, super programme. Génial. Écoute, c'est parti. Du coup, je prends un peu le relais. Donc, effectivement, on a focus cette discussion autour de vraiment des coûts liés à la data platform. La data platform, c'est plusieurs briques, plusieurs couches. On a la couche ingestion, la couche stockage, la couche transformation, visualisation et tout ce qui est data science, etc. Et il faut savoir que toutes ces différentes couches vont générer des coûts, soit parce qu'on achète des solutions, donc ça peut être des solutions pour la partie gestion comme des solutions comme Fivetran, PopSync, qui sont des solutions des SaaS en fait, donc un SaaS ça coûte, ou le fait de faire du code custom, donc ça veut dire qu'on va louer des serveurs pour lancer notre code d'ingestion. Ça peut coûter aussi, donc les serveurs, il faut vraiment faire attention au type d'instance qu'on choisit, au type de cloud, etc. Et après, on a la partie stockage. Donc, on récupère la donnée, on la stocke, soit dans un data warehouse, soit dans un stockage objet. Et en fonction des types de data warehouse, des types de cloud, on peut être amené à consommer plus ou moins cher. Je pense notamment à Snowflake, qui est un super data warehouse, par exemple, mais il a quand même des coûts qui sont plus élevés qu'un ClickHouse, par exemple, qui est vraiment hyper optimisé pour les coûts. D'ailleurs, je rebondis sur le stockage dans le cloud, hein. Il y a des articles de plus en plus fréquents sur des sociétés qui font marche arrière, hein, qui passent du cloud et qui retournent on-prem. Donc ça aussi, c'est une tendance, je pense, à surveiller. D'où l'intérêt, évidemment, pour la FinOps, hein, et bien maîtriser ses coûts et les coûts du cloud. Je pense qu'on aurait pu racheter une petite brique également pour tout ce qui est observabilité, mais avec une solution type sifflet qui va permettre sur l'ensemble de la chaîne de faire des tests de qualité, de bien comprendre comment fonctionne chaque job. Et là, les coûts fonctionnent par licence, par exemple, mais c'est là où une petite subtilité, c'est qu'il va également y avoir des coûts qui vont être répercutés au sein du data warehouse, parce que forcément, quand on teste, on requête, et quand on requête, on consomme. Et donc, c'est là où ça devient un peu plus complexe, des solutions qui sont transverses et qui ont un impact sur les différentes briques. Voilà, globalement, c'est comme ça que fonctionne une data platform. Et ce qu'on va voir par la suite, c'est qu'un choix d'architecture ou même juste un plan de configuration de service sur une brique en particulier, ça a un impact énorme au niveau des coûts. Donc, pour ça, je pense qu'on a les 2 cas de figure que je présentais précédemment, et on va attaquer le sujet avec comment faire quand je développe from scratch, j'ai une feuille blanche et je construis ma data platform. Alors, effectivement, il y a vraiment 2 cas de figure. Soit on commence un nouveau projet, donc on n'a rien qui est en place. Dans ce cas-là, on va quand même se poser pas mal de questions, build versus buy, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on construit soi-même? Et on va vraiment s'intéresser aux solutions du marché pour les différentes couches, ingestion, stockage, etc. Et ensuite, on a tout ce qui est choix d'architecture. Est-ce qu'on va partir sur une architecture qui est full serverless? Peut-être que ça peut coûter moins cher quand on a une petite volumétrie de données, mais peut-être que sur le long terme, ça va coûter plus cher. Donc, dans ce cas, on va faire vraiment un arbitrage entre serverless et par exemple, un cluster Kubernetes ou des instances EC2 dans AWS, par exemple. C'est bien d'avoir segmenté là en 2 parties, parce qu'effectivement, en fonction des profils de société, on a pu l'observer, hein. Je pense que quand on est une start-up ou une scale-up, on démarre from scratch et on peut concevoir sa stack bien plus facilement, effectivement, avec des outils du marché et faire un plug and play. Et on l'a vu lors de la conférence Datanosco du 31 janvier, où il y a des grandes sociétés qui sont venues témoigner, Michelin, Decathlon, eux ont un héritage énorme. Et effectivement, je pense que l'approche est très différente quand on démarre de rien et versus quand on hérite de tout un historique compliqué. Clairement, ouais, clairement.
Et le build versus buy, effectivement, c'est une question que l'on se pose depuis que l'IT est IT, hein, effectivement. Donc, je suis curieux de voir un petit peu comment vous argumentez cette partie-là. Carrément. Ismaël, pour la suite? Oui, oui. Alors, le build versus buy, c'est que c'est un sujet qui est toujours, enfin, qui est souvent d'actualité. Souvent, quand on commence un projet, on se pose souvent cette question. Est-ce qu'on va partir sur une solution toute conçue, enfin, toute faite, ou est-ce qu'on va vraiment construire from scratch? Et pour moi, il y a plusieurs éléments de décision. C'est vraiment la maturité technique de l'entreprise. Est-ce que mon activité se focus, enfin, est-ce que le cœur de mon activité dépend énormément de la data que je vais créer, dépendamment de toute la plomberie derrière pour générer la donnée pour ensuite servir mes clients, ou la data, c'est comment dire, c'est juste c'est un service qui aide à améliorer ma productivité, qui m'aide à aller plus loin dans mon business, mais c'est pas forcément critique. Dans ce cas-là, j'ai soit une équipe d'ingénieurs, donc data, des software ingénieurs qui sont disponibles et qui ont les compétences pour rapidement mettre en place une stack data et construire ma solution. Généralement, Oui, ce genre de cas de figure, ça se voit beaucoup dans des scale-up qui sont par exemple bien implantés, ou des boîtes qui ont vraiment une très forte culture tech, qui sont comment dire, qui sont dans le produit, c'est vraiment la donnée. Je pense à Content Square par exemple. Et l'autre cas de figure, c'est vraiment des boîtes, des PME par exemple, ou vraiment des boîtes en B2C qui, elles ont envie d'avoir une solution clé en main qui fonctionne rapidement avec un ROI qui est rapidement visible. ouais. Effectivement, dans le cas du build, j'ai vu des cas extrêmes de sociétés qui ont développé leurs propres ETL maison, donc liés à des logiques business de génération automatique de processus. Il y a d'autres sociétés qui ont carrément réécrit leur base de données et même leur middleware de communication. Donc, ça peut effectivement aller très loin dans le build, effectivement. Ouais. Parce que toi, Ismaël, par exemple, pour un Fivetran versus Python, tu regarderais quoi? Oui, c'est ça. Enfin, alors, Fivetran versus Python, ce sera effectivement la volumétrie. Volumétrie, et surtout parce que avoir une solution comme Fivetran, ça te permet d'aller vite. On n'a pas forcément des codes à faire, mais les coûts peuvent vite monter parce que c'est facturé, c'est facturé au nombre de bytes ingérés. Enfin, ça peut vraiment aller vite. Et le Python, l'inconvénient, c'est que si on a vraiment trop de sources, trop hétérogènes, et qu'on doit à chaque fois modifier nos sources, ça peut poser problème. Mais généralement, pour une boîte qui est mature, qui a un nombre de connecteurs qui n'est pas non plus énorme, partir sur du Python, c'est pas forcément aberrant. Ouais, et j'ai rajouté une autre dimension que j'ai pu découvrir dans mes pratiques, c'est qu'effectivement, quand il y a des sources classiques, bien documentées et génériques, hein, Oracle, Postgre, etc., je dirais que développer un pipeline, qu'il soit en Python ou avec un outil, c'est du grand classique. Mais la complexité vient aussi du fait de sources particulières comme le mainframe ou AS400, c'est encore je dirais des solutions extrêmement répandues. Et là, je dirais la connectivité est super importante et ça devient compliqué de développer son propre connecteur. Et Ouais. passer par des solutions toutes faites, c'est obligatoire quasiment. Je pense faire un sujet d'ici peu sur la connectivité, je dirais exotique. Mainframe AS400, tous les grands comptes ont encore du mainframe. Il y a énormément de comptes qui ont de la S400 avec des packages, des solutions packagées de transport, de logistique, de RP. Et la connectivité vers ces sources de données est souvent problématique. Mais ça fera l'objet peut-être d'une rubrique Data Sommelier bientôt. Ouais, Cool, c'est on que va ça peut suivre faire un ça. bon sujet, effectivement. Ouais. Du coup, la suite, c'est le choix d'architecture. Nous, un cas qui est assez marquant, sur lequel on intervient chez nos clients. D'ailleurs, c'est plutôt sur de l'IA, mais un gros traitement qui était sur un serveur. En fait, on s'est rendu compte que ça marchait aussi bien en serverless via Cloud Run. Et tu me dis, mais si je me trompe, mais je pense qu'on est passé d'à peu près $20 000 par an de coût à un peu moins de 1000 par an. Donc, ça fait 19 000 d'économies. C'est quand même des coûts qui sont assez significatifs. Et à côté de ça, donc sur le choix d'architecture, la configuration, il y a tout ce qui est le nombre d'instances sur mon job, ce genre de choses qui peut être optimisé.
Ensuite, sur tout ce qui est attribution de budget, on poursuit ses coûts sur un projet qui est amené à scaler avec de nombreux projets, de nombreuses équipes. La bonne pratique, ça va être dès le début de se fixer un budget. Bon, c'est assez classique, hein, c'est des concepts qu'on retrouve sur d'autres systèmes. Et enfin, un outil de monitoring. Donc, comment suivre mon budget, renvoyer des alertes. Il faut impérativement avoir un outil qui permet de bien comprendre combien on consomme. Donc là, il y a plusieurs options. Soit on va s'intégrer directement aux solutions qui sont directement mises en place par les outils. Typiquement, sur un Snowflake, on va avoir des tables qui vont nous permettre de visualiser les coûts. Tout ça, ça nécessite un peu de retraitement. Ce n'est pas directement exploitable pour un utilisateur qui n'est pas technique, mais ça existe. Et sinon, on a des solutions un peu plus transverses qui vont permettre de faire ça, mais aujourd'hui, c'est assez rare. Je pense notamment à Select, qui est une boîte américaine qui fait ça, spécialisée sur Snowflake. Ça peut être une bonne approche. Et puis un cas qu'on voit assez régulièrement, c'est tout ce qui concerne le développement d'outils in-house. Donc, ça va être, on le voit beaucoup, par exemple, avec du Looker Studio qui va se connecter à un BigQuery via l'export de facturation qui va permettre d'avoir une analyse assez fine par utilisateur, par table. Donc, c'est des outils qui sont très utiles. Hop, je passe à la slide suivante. Donc, comment optimiser les coûts d'une data plateforme existante? Donc, c'est un deuxième cas, c'est voilà, je suis sollicité sur un projet, je me rends compte que les coûts sont gigantesques et je veux comprendre pourquoi. Donc là, on a identifié 3 leviers sur lesquels il faut se pencher. Alors, le premier, ça va être tout ce qui est consommation des ressources. Pour ça, on va aller regarder, il faut se pencher un peu sur l'architecture, regarder tout ce qui a été mis en place et regarder s'il n'y a pas un serveur qui a été surdimensionné ou qu'on n'utilise plus. Parce qu'en fait, souvent, c'est de là que viennent les coûts les plus importants. Sur ceux qui sont bien dimensionnés, est-ce que, par exemple, on peut couper un serveur quand il n'est pas utilisé la nuit, imaginons? Est-ce qu'on peut également utiliser de l'autoscaling pour avoir pile le bon dimensionnement? Et puis, là-dessus, est-ce que mes ressources sont bien taguées? Parce qu'avoir une ressource taguée, c'est ce qui va me permettre d'avoir la bonne vision au niveau de mes outils de monitoring de mes coûts, qui vont me permettre de me dire, voilà, telle équipe coûte tant, telle table me coûte tant, et c'est là où je veux aller optimiser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les dark data. Donc, dark data, ça fait référence aux données qui ne sont pas utilisées, qui sont un peu cachées, obscures, celles qu'on ne voit pas, et qui peuvent avoir un coût. Alors, ce n'est pas forcément le coût le plus important, sauf si on est sur des volumétries gigantesques, parce que le stockage, ça coûte moins cher que le compute. Donc, des données qui ne sont pas utilisées, mais donc il n'y a pas de traitement dessus, c'est pas forcément gigantesque, mais ça a un impact. Et donc, pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a quelques requêtes qui vont nous permettre d'identifier toute la donnée qui n'est pas utilisée, sachant que c'est un concept qui peut être assez complexe, parce que ce n'est pas parce qu'une donnée est peu ou pas utilisée qu'elle n'a pas de sens. Donc, il faut recontextualiser un peu tout ça. Est-ce que je suis sur un environnement de prod, UAT, dev? Est-ce que j'arrive à rattacher cette donnée à des outils de vise? Et puis, au niveau de ces outils de vise, est-ce que je me rends compte qu'il y a un usage sur mes dashboards? Donc, c'est toute une petite enquête qu'il faut mener point par point, qui peut prendre du temps, mais qui a du sens. Alors, effectivement, oui, sur les requêtes les plus coûteuses, ça peut être lié au volume, évidemment, mais ça peut être effectivement lié à une modélisation pas faite correctement. Donc, on peut aller très loin sur ce sujet-là. Et je rebondis aussi sur le dark data, ce mot me fait rire un peu. On comprend bien ce que ça veut dire, hein, les data cachées ou les data qui ne sont plus utilisées, mais qui viennent polluer finalement tout un système. Et je pense qu'il y a tout un segment de data management qu'on appelle l'archivage, qui permet de gérer ce genre de choses, archiver à la volée les données les moins utilisées ou plus utilisées. Effectivement, je pense que c'est une problématique assez complexe finalement. Carrément, et d'ailleurs, on en parle un peu après, mais il y a tout ce qui est règles de cycle de vie de la donnée, ou est-ce que j'ai des purges automatiques au bout d'un certain temps? Souvent, c'est plutôt utilisé dans le cadre de gouvernance RGPD, mais ça s'applique également pour de la FinOps. Et puis, il y a également différentes façons de stocker la donnée, donc qui coûtent plus ou moins cher en fonction de la vitesse à laquelle on peut la requêter. Donc, c'est aussi des leviers sur lesquels on peut jouer
Ouais, oui, et surtout, tu as aussi pas mal de solutions qui ont des solutions de compression de la donnée. Typiquement, tu peux avoir, des térabytes de données, mais, en fonction de la solution que tu vas utiliser, typiquement, je sais que ClickHouse le fait, Google aussi le fait. On peut vraiment arriver à une compression de la donnée qui est assez intéressante. On peut passer du simple du double au simple, facilement, quoi. Mmh. Et le dernier point qu'on a identifié, c'est les requêtes les plus coûteuses. Souvent d'ailleurs, quand on voit des projets d'optimisation FinOps, c'est là où il y a des gros gains qui vont être faits. Et c'est ma requête qui tourne pendant 1 heure et qui me coûte à la fin du mois 4 000 $ parce qu'elle a été faite plus ou moins n'importe comment, pas partitionnée, une modélisation faite un peu à l'arrache. Ouais. Et un cas qu'on voit très régulièrement, c'est des projets qui se construisent sur DBT avec 100% de full refresh. Donc tous les soirs, quand on veut mettre à jour ces données, on recalcule tout le data warehouse. Et là, forcément, c'est du x10 sur la facture. Et donc tout ce qui est modèles incrémentaux sur DBT, c'est pas forcément un sujet qui est toujours bien connu et pourtant qui est essentiel. Alors ça, c'est un sujet très tendance, hein, parce qu'on va parler d'analytique temps réel et on va parler de technologies comme de chain data capture, donc ça pourrait être aussi un sujet à part entière. Mais effectivement, faire des full refresh, c'est pas à la mode, hein, c'est pas ça qu'il faut faire. Et d'un autre côté, faire du chain data capture, capturer la donnée à la source, c'est des procédés qui peuvent être complexes aussi. Donc Ouais. faut trouver Mmh. la bonne balance entre la simplicité et puis je dirais le fine-tuning d'un chain data capture complexe à mettre en œuvre. Carrément. Ouais. On se rapproche du build versus buy. Exact. Donc sujet suivant, c'est comment créer une culture FinOps data. Parce que c'est bien beau de nettoyer un peu à un instant donné, mais derrière, on veut quand même garder une certaine cohérence sur les choix qui sont faits pour ne pas augmenter ses coûts. Et donc nous, on a identifié 4 leviers. Le premier, déjà, c'est de communiquer, hein. Ça peut paraître un peu simple, mais il faut sensibiliser ces data consumers et équipes data sur les bonnes pratiques. Et nous, on est souvent assez surpris, mais on se rend compte que anticiper les coûts pendant le développement, c'est quelque chose qui est très rarement fait, sauf dans des équipes très seniors. Et donc, il faut plus le faire parce que sur des grosses volumétries, c'est super important. Donc, les bonnes pratiques, c'est, on parlait de modèle incrémental, comment je configure mes modèles, quand je requête de la donnée, donc ça plutôt orienté data consumer, quelles sont les bonnes pratiques. Le select étoile, dans certains cas, il veut être évité. Comment suivre mes coûts, c'est d'ailleurs le deuxième point qui est de mettre à disposition de mes équipes une solution de suivi. Donc je parlais de Select, mais qui est très orienté Snowflake. Nous, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, les solutions de suivi des coûts partagés sont souvent développées in-house. Et donc, ça va permettre de suivre l'évolution des coûts par table, par requête, par utilisateur. Et nous, on a beaucoup échangé avec Paul de Nickel sur ces sujets-là. Eux, ils ont un gros projet FinOps là-dessus, de suivi des coûts, BigQuery, qui est ultra bien fait. Et donc, ça va se faire autour ça reste dans la stack GCP et ça marche très bien, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, mais de plus en plus de solutions intègrent nativement des solutions, du monitoring de coûts. Je pense à Snowflake, je pense aussi à du Azure, par exemple, qui ont toutes deux des solutions de monitoring de coûts qui sont assez intéressantes pour commencer, simplement sur le sujet, quoi. Donc Ouais. à regarder lorsqu'on met en place sa data platform. Après, les limites, je trouve, c'est que déjà, tu as du mal à croiser les sources parce que tout n'est pas sur ton Azure, ton GCP ou AWS. Donc, typiquement, tes outils DataVis qui sont externes, c'est difficile de suivre. Et l'autre sujet, c'est que la vision des coûts, je trouve qu'elle n'est pas toujours ultra fine. Et là, comme on parle de FinOps data, c'est souvent dur d'aller regarder table par table ou job par job s'il n'y a pas des optimisations à faire. Et ça manque un peu, c'est plutôt mon avis perso. Troisième cas, en tout cas, pour revenir à
culture FinOps Data, c'est d'imposer aux data consumers des quotas. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. C'est de dire, voilà, mois par mois, vous allez chacun avoir 100 ou 150 $ de requêtage. Et puis, si vous consommez tout au bout de 3 jours, tant pis. Tant pis pour vous. Donc, et puis même des petits jeux derrière avec qui sont ceux qui ont consommé le plus vite, ce genre de choses pour vraiment avoir une bonne sensibilité autour de ces sujets au sein de ces équipes data. Ça peut avoir un effet négatif, d'être bridé comme ça, sur la créativité. Donc, C'est sûr. c'est bien les quotas, mais attention, je suppose quand même à Pas en abuser. Ouais, il faut bien choisir. Et dernier point, qui est assez global, c'est la mise en place d'une équipe DataOps qui s'applique plutôt à une grosse structure parce que c'est un autre sujet, mais le ROI d'une équipe DataOps, il existe que si derrière on a beaucoup de data consumers ou même une grosse équipe data. Et donc, pour rappel, l'équipe DataOps, c'est l'équipe qui va être en charge de construire tous les outils et d'imposer les bonnes pratiques qui vont permettre aux producteurs de la donnée, notamment sur une orientation data mesh, par exemple, aux équipes data dans les domaines de suivre les bonnes pratiques et d'avoir les bons outils pour être ultra rapide dans leur développement. Et dans le rôle de l'équipe DataOps, il y a notamment tout ce qui concerne la FinOps, donc mettre à disposition les bons outils de suivi des coûts. C'est également là où on peut parler de quotas. Et puis tout ce qui est formation et sensibilisation aux bonnes pratiques pour ne pas trop consommer. Alors, DataOps, c'est un sujet super important. Je pense que toutes les sociétés en font plus ou moins sans le savoir, mais je pense que celles qui ont automatisé ça au maximum auront un avantage. Et il y a eu pas mal de papiers. J'avais noté le Forrester, le Gartner, en fait, ils disent que les sociétés qui mettent en place une approche DataOps précise seront 10 fois plus productives que les autres. C'est complexe de gérer une stack, c'est complexe de gérer le versionning, les versions des modules, de chacun des modules. Si on rajoute ça, la multiplication des sources et des versions de chaque source, ça devient un cauchemar. Et donc, gérer ça de manière efficace, je pense que c'est hyper important. C'est hyper important, hyper intéressant pour industrialiser un peu la création de valeur grâce à la donnée. Ouais. Et ça passe par un nombre de bonnes pratiques, création de modules communs, évangélisation, enfin plein de trucs hyper importants et intéressants. Ouais. Maintenant, on va parler d'IA pour être sur le sujet avec un peu plus de hype. Ouais, effectivement, c'est que là, il y a quand même pas mal de sujets autour de l'IA, notamment des LLM et tout. Mais ce qui est important, ce qui est à retenir, c'est qu'on ne peut pas avoir d'IA sans data platform, data processing qui soit efficace. Et donc, tout le workflow d'IA, de l'ingestion jusqu'à l'inférence, génère des coûts. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier les différentes briques qui peuvent coûter. Donc, dans un projet d'IA classique, on a vraiment des données brutes qu'on va récupérer, soit récupérer de partout. On va les stocker dans des stockages objets, dans des tables, dans des data warehouses comme ClickHouse, Snowflake, etc. Et normalement, le stockage, ça va coûter. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fonction du stockage qu'on va choisir, on peut avoir des coûts de stockage. Et en fonction du traitement qu'on va faire dans notre data warehouse, par exemple, je pense à Snowflake ou BigQuery, on peut avoir des coûts de compute. Les coûts de compute, ça va être des coûts qui sont associés aux requêtes qu'on fait. Et lorsqu'on avance dans le flow, on récupère la donnée brute, on la stocke. On a pas mal de pre-processing à faire pour pouvoir donner nos données à nos modèles, des modèles, que ce soit des modèles LLM, des modèles classiques de computer vision. Dans tous les cas, il faut quand même faire pas mal de processing, créer des embeddings, par exemple, pour les modèles LLM. Et ça passe par quoi? Ça passe par le choix d'une instance de calcul. Généralement, ça va être des GPU pour tout ce qui est embeddings, par exemple. Et ça peut coûter énormément. Et en fonction du cloud qu'on va choisir, on peut vraiment avoir des coûts différents en fonction du service qu'on va choisir. Est-ce qu'on va prendre un compute à la demande? Est-ce qu'on va prendre un compute réservé, etc. Et après, dans l'étape de training, donc généralement,
lorsqu'on a un projet d'IA, on va soit prendre un modèle qui est open source, donc on va prendre nos données, le passer à nos modèles et l'entraîner. Et l'entraînement, ça peut coûter énormément cher parce on va faire appel à des GPU qui sont hyper chers et en plus, c'est rare. Et dans ce cas-là, on va vraiment se retrouver avec des coûts qui sont énormes si on ne fait pas attention au choix du modèle, on ne fait pas attention au type d'instance qu'on choisit. Et là, je prends l'exemple des LLM, par exemple, on a pas mal d'API, notamment l'API d'OpenAI, de Mistral, par exemple, qui sont des API qui nous facturent en fonction de l'appel API, donc en fonction ce qu'on appelle du per token pricing. Donc l'idée, c'est vraiment que en fonction de ce qu'on va passer en input à l'API et ce qu'on va recevoir en output, on va avoir un coût. Et si on n'a pas pris la peine vraiment d'optimiser l'input et l'output, d'optimiser les appels API, on peut vraiment se retrouver avec des factures qui sont gigantesques, qui peuvent vraiment coûter très cher. Et après, on a l'inférence. Donc, l'inférence, c'est quoi? C'est la capacité à notre modèle de prédire des résultats. Quand on prend l'exemple d'un LLM, par exemple, avec OpenAI et ChatGPT, on passe en input du texte, en output, on a du texte. Et ça, c'est l'inférence. Et typiquement, les solutions dans le cloud qui peuvent nous servir à faire de l'inférence, ça peut être des VM comme des Compute Engine, des Lambda, des Cloud Run, etc. Ou directement utiliser l'endpoint qui est mis à disposition par notre AI provider, par exemple. Donc voilà, dans toute cette chaîne d'IA là, on a des coûts qui sont générés à tous les niveaux et il est hyper important vraiment d'avoir en tête les coûts pour l'étape de processing. Comment est-ce qu'on tokenise nos données, la partie training, etc. Voilà. Vaste sujet, il y a une littérature abondante sur le coût d'utilisation des LLM, le coût des tokens et selon le langage utilisé, anglais est moins cher que français ou que espagnol. C'est difficile de s'y retrouver, hein. Ça mérite un sujet à part entière, ça. C'est un gros sujet, effectivement. C'est un gros sujet et là, pour lancer un projet d'LLM, on a généralement deux choix. Soit on se dit, on a les compétences, donc on va récupérer un modèle open source, donc on va hoster notre modèle, c'est qu'on va payer des serveurs. Et en fonction des spécifications du modèle, on peut avoir des serveurs qui sont plus ou moins gros. Et on peut facilement se retrouver à payer tous les mois, par exemple, 20 000 € parce qu'on n'a pas forcément optimisé, on n'a pas forcément le choix parce qu'on a notre modèle. Donc ça peut être problématique. Ou le cas de figure, c'est on n'a pas forcément envie de gérer les serveurs, donc on va déléguer ça à OpenAI. Sauf que OpenAI va nous facturer en fonction du token, en fonction du texte qu'il a en input. Donc il y a quand même pas mal de tricks à effectuer, notamment pour les modèles custom. C'est le choix du modèle. Est-ce qu'on va prendre un modèle qui est trop généraliste? Dans ce cas, il est peut-être plus puissant, mais il coûte plus cher parce qu'il n'est pas forcément spécifique à notre tâche. Donc, on peut vraiment se tourner vers des modèles qui sont un peu plus spécifiques, faire du fine-tuning ou faire de la quantisation. La quantisation, c'est quoi? C'est vraiment passer d'un modèle qui est de taille, de taille énorme à un modèle qui est plus petit, tout en gardant la qualité de l'output du modèle. Et voilà, donc le choix du modèle, c'est hyper important. Et pour tout ce qui est spécifique au LLM, donc LLM, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises à disposition aujourd'hui par les cloud providers. Je pense notamment à Azure qui a le Provisioned Throughput Units, qui est une feature qui permet vraiment de provisionner les ressources utilisées pour nos LLM. Et ça permet vraiment comme ça de s'assurer que, quelles que soient les prédictions qu'on fait, on reste toujours dans les bonnes tranches de coût. Il y a aussi du caching qu'on peut utiliser dans le sens où, je prends par exemple l'exemple des systèmes LLM de service client.
On peut avoir des questions qui sont posées souvent, mais généralement, on peut souvent avoir les mêmes questions aussi. Et c'est pas forcément pertinent de à chaque fois recalculer, sortir, enfin, remettre à contribution le LLM. On peut juste cacher les résultats et le ressortir, enfin, on les cache dans une base de données vectorielle, on les ressort dès que on a des questions similaires, par exemple. Et enfin, on peut aussi, comme tout, enfin, à toutes les niveaux, à tous les niveaux, on peut mettre du coup du monitoring sur nos instances, nos modèles, sur les prompts qui sont créés, etc. On a listé 10 petites fonctionnalités ou idées, voilà, à réutiliser dès maintenant pour optimiser les coûts de votre data platform. Et pour ça, si on déroule ces sujets, donc le premier, c'est d'utiliser soit du cache, soit des vues matérialisées, un peu comme sur les LM précédemment. En fait, on se rend compte que sur la modélisation d'un data warehouse, la couche la plus proche du métier est là où les utilisateurs vont régulièrement faire des requêtes qui ne sont pas optimisées ou quoi. On peut déjà leur mettre à disposition des vues qui vont permettre de réduire ces mauvaises pratiques. Et en plus de ça, ça permet de leur mettre une table à dispo sans avoir du stockage dupliqué. Donc, les vues, c'est top. Ensuite, on parlait de quotas. En fait, les fonctionnalités de quotas, elles sont directement disponibles sur BigQuery, Snowflake, Lakehouse, où on peut forcer un utilisateur à ne pas dépasser son quota mensuel. Ensuite, on a tout ce qui est table de coûts. Donc ça, c'est très orienté data warehouse, mais par exemple, sur BigQuery, on a une table dans l'information schema jobs qui va nous permettre de lister toutes les opérations et le coût qui y est associé. Donc, on a un équivalent chez Redshift, chez Snowflake, chez ClickHouse. Il y a tout ce qui est bonne pratique en termes de création de table avec le partitionnement, le clustering, qui, quand on requête une table, vont permettre de réduire drastiquement les coûts, notamment sur des tables temporelles où quand on requête en filtrant via une date, ça a un impact qui est colossal. On en parlait aussi tout à l'heure, mais tout ce qui est life cycle rules, donc je veux que mes données se suppriment automatiquement au bout de 3 mois parce que j'en ai plus besoin, et combiné à du modèle DBT incrémental, c'est pertinent parce que sur nos premières couches les plus brutes, on peut nettoyer la donnée, avoir que de la donnée la plus récente, et via un système incrémental, et bien sur les couches suivantes, on a toute la donnée historisée. Donc on économise pas mal comme ça. Le dashboard de suivi des coûts, le must-have, il faut avoir cette solution qui permet de savoir combien on consomme et même dans certains cas de prédire l'évolution des coûts, hyper important. Tout ce qui est tagging des ressources, c'est bien beau d'avoir toutes ces solutions en place, de dashboarding ou autre, mais si on n'est pas capable d'avoir une vue précise de qui me coûte quoi, quelle équipe, quel projet, quel pays, on va avoir du mal à bien optimiser, à bien comprendre. Donc, il faut avoir ce bon réflexe de taguer ses ressources, et ça peut se faire de manière automatique. On parlait d'équipes DataOps qui créent des modules ou autres. Et ben, c'est à eux d'imposer ce tagging des ressources. Enfin, on a le move to serverless qui, dans certains cas, peut être pertinent, la plupart d'ailleurs d'expérience, où forcément, quand on loupe pas un serveur à l'année, même si d'ailleurs c'est l'étape suivante, je parlerai après, mais si on loupe un serveur à l'année, il y a de fortes chances que ça nous coûte moins cher de payer uniquement pour ce qu'on consomme. Et quand on doit absolument avoir notre serveur réservé sur EC2, Compute Engine ou autre, là ça devient pertinent de se pencher sur tout ce qui est instance réservée. Instance réservée, c'est je m'engage sur un an et ça va me coûter 50% moins cher. Ou instance spot, c'est je récupère un peu les miettes des instances qui sont pas utilisées parce que j'ai pas un besoin en SLA qui est urgent. Et là, on peut aller jusqu'à 90% de réduction. Donc, c'est aussi assez important. Et enfin, j'en ai parlé 15 fois, mais c'est important d'avoir des modèles incrémentaux. Le full refresh, c'est bien au début quand on veut rapidement sortir de la donnée qui est utilisable par nos utilisateurs métiers pour tester un use case ou autre. Mais à terme, il faut aller se pencher sur des modèles incrémentaux pour ne pas avoir des grosses requêtes qui tournent tous les soirs si ce n'est pas nécessaire. Merci, effectivement, c'est une belle recette. Les 10 tips pour
avancer dans sa réflexion FinOps. Et l'avant-dernier point, là, tu parlais de, finalement, c'est des aspects contractuels qu'on n'a pas abordés, mais la FinOps, c'est aussi ça, c'est bien gérer ses contrats avec les éditeurs, et ça, c'est aussi un sujet à part entière que j'essaierai d'aborder dans une prochaine session, mais c'est passionnant cette partie-là aussi. Bah, carrément, franchement, il y a plein de petites choses à faire. Mais donc voilà 10 idées pour dès maintenant réduire les coûts de data plateforme. Et avec une petite ressource supplémentaire, c'est une initiative de Modeo. On a lancé un repo en open source où chacun peut contribuer. L'idée étant de centraliser des requêtes ou des scripts qui vont permettre de mieux comprendre ses coûts, de les optimiser, et que ce soit à la fois pour la FinOps, mais également la GreenOps, parce que voilà, tout ça se rejoint. Et donc, le repo est disponible en scannant ce QR code, et on va y trouver des requêtes SQL pour BigQuery, Snowflake, ClickHouse, Redshift, et puis à terme, on va aller sur des sujets un peu plus poussés, notamment ce qu'on avait pu faire pour notre outil Stash, où on va croiser des données de région avec une consommation pour dire, voilà, telle requête qui a été exécutée sur telle région a consommé tant, et pour avoir une vision très précise des émissions et des coûts financiers. Super, c'est une initiative gratuite, c'est ça, que tu offres à la communauté? Absolument. Donc, génial. Absolument, gratuite et open source, basée sur un modèle de contribution. Donc l'idée, c'est que chacun puisse ajouter sa contribution et construire ce repo centralisé où on a toutes ces informations, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui existe là-dessus. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de lancer cette initiative. Génial, bien joué, effectivement. Ça sera peut-être l'occasion d'en parler lors d'un prochain enregistrement, faire un zoom sur une base de données ou un clouder particulier. En tout cas, merci messieurs. Mathieu, Ismaël, c'est un sujet vaste. On a abordé la FinOps, mais par l'angle de la data. Donc, il y a plein d'autres dimensions. On en a parlé au tout départ, software, contractuel, hardware. Mais ça fera l'objet peut-être d'autres enregistrements. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre contribution et d'avoir rajouté votre vision de la FinOps dans cette rubrique du Data Sommelier. Je vous dis à très bientôt. Merci Stéphane, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.